Alors, je vais donc commencer, comme annoncé, cette intervention par une présentation des enjeux posés par l'open data du point de vue de la protection des données. Alors, à titre liminaire et général, il doit être souligné que l'open data ne concerne pas directement et immédiatement la protection des données à caractère personnel. Pourquoi? Parce que la grande majorité des informations informations publiques qui sont diffusées ne comportent pas de données présentant un caractère directement identifiant. De plus, cette mise à disposition n'a pas globalement vocation à fournir des renseignements sur des individus en particulier. Il va s'agir par exemple d'informations sur le fonctionnement budgétaire et quotidien d'un service public, il va s'agir de cartographie, de données de localisation, de données statistiques, d'informations sur les événements sportifs et culturels, informations touristiques, de mesures sur la qualité environnementale. Bref, a priori, pas de données à caractère personnel. Néanmoins, les administrations détiennent, donc produisent ou reçoivent, dans le cadre de leur mission de service public, un très grand nombre de données susceptibles d'être diffusées en ligne dans le cadre de politiques d'open data. En outre, l'essor extrêmement important du numérique emporte des risques croissants pour la vie privée des personnes concernées, dans la mesure où il emporte des possibilités croissantes de réidentification des personnes concernées par la voie de recoupement de données. À cet égard, je vous rappelle que la notion de données à caractère personnel doit être entendue extrêmement largement au terme de la loi Informatique et Liberté. En effet, il s'agit non seulement des données directement identifiantes, c'est-à-dire des données nominatives, mais également de toutes les données qui présentent un caractère indirectement identifiant, que ce soit à elles seules, par exemple un numéro de sécurité sociale ou un numéro de plaque d'immatriculation, ou en étant combinées à d'autres, par quelque moyen que ce soit, et que cette combinaison soit faite par l'organisme qui les détient ou par toute autre personne. Donc, dans cette hypothèse, c'est non pas la qualité intrinsèque de la donnée, mais c'est l'usage qui va en être fait qui va lui conférer son caractère personnel. Or, cette hypothèse ne doit absolument pas être négligée aujourd'hui. Tous les travaux de recherche qui ont été menés sur la question démontrent que, compte tenu de la multiplicité des informations disponibles, de leur degré de granularité et des possibilités techniques, mathématiques, algorithmiques de recoupement de données, il devient de plus en plus facile de réidentifier des personnes, les personnes qui étaient initialement concernées donc, par les jeux de données qui sont diffusés. Quelques exemples pour illustrer ça. En 2001, une étude a démontré que le croisement d'une liste électorale avec une base de données médicales pseudonymisée, c'est-à-dire qu'elle était purgée en fait de tous ces attributs présentant un caractère directement identifiant, mais qui comportait néanmoins des codes postaux, des dates de naissance et des sexes, permettait de réidentifier 90% des individus. En 2006, le FAI AOL a diffusé en ligne une base de données comprenant rassemblant en fait les 20 millions de mots-clés figurant dans les recherches effectuées sur les 3 derniers mois par 650 000 utilisateurs. Si les données directement identifiantes, comme le nom, bien sûr, des utilisateurs et l'adresse IP de leur ordinateur, avaient bien été remplacées par un numéro choisi aléatoirement, ces historiques de recherche en fait, fournissaient tellement d'informations sur les personnes, en particulier sur leur sexe, sur leur âge, sur leur profession, sur leur localisation géographique, sur leurs goûts et préférences, qu'il est devenu possible de réidentifier certains utilisateurs. Autre exemple, en 2013, des chercheurs américains ont démontré qu'il suffisait seulement de 4 points spatio-temporels qui étaient contenus en l'occurrence dans une base de données d'horodatage produite par les antennes relais de téléphonie mobile pour identifier 90% des personnes.
Voilà, dites-moi où vous allez et je vous dirai qui vous êtes. Et la même année, donc toujours en 2013, le Canard enchaîné a révélé que l'Institut national des statistiques publiques, l'INSEE, avait donné les moyens aux internautes, dans le cadre d'une politique d'open data, de briser le secret fiscal pour certains contribuables. En effet, l'open data avait diffusé en ligne donc une cartographie de la France divisée en petits carreaux de 200 mètres de côté, et en associant à chacun de ces carreaux des données sociodémographiques, et en particulier le revenu moyen d'imposition. Mais en négligeant le fait que dans les territoires peu peuplés, certains carreaux ne comprenaient qu'un seul foyer fiscal, dont il était ensuite aisé de retrouver l'adresse, l'identité et la physionomie générale, en recourant notamment aux informations fournies par des services tels que Google Maps, Google Earth et Google Search. Il faut donc bien comprendre que cette première hypothèse ne doit surtout pas être négligée. La deuxième hypothèse dans laquelle il conviendra, enfin l'open data impliquera la prise en compte de la protection des données à caractère personnel, c'est naturellement celle où les données qui sont diffusées en ligne comprennent des données qui sont directement identifiantes. Certaines dispositions légales imposent effectivement la diffusion de données directement identifiantes, en particulier nominatives, que ce soit pour produire les effets juridiques attachés à certaines décisions administratives, par exemple les arrêtés de nomination d'agents publics ou encore des résultats d'examen, ou pour garantir la transparence à l'égard du public. Par exemple, publication des déclarations de situation patrimoniale ou d'intérêt de certains élus, publication des avantages consentis par des industries pharmaceutiques aux professionnels de santé. Il existe également d'autres dispositions légales qui sont relatives à l'accès du public et à la réutilisation de certaines informations, telles celles contenues dans la liste électorale, dans les relevés de propriété, dans les actes d'état civil, dans les rôles des impôts locaux, donc des données nominatives. Eh bien, ces dispositions légales, elles vont, sans même prévoir en fait une diffusion de ces données nominatives sur Internet, elles vont de facto participer à l'augmentation des risques associés donc au développement de l'open data. Enfin, il faut avoir à l'esprit que la logique de l'open data concerne de plus en plus de secteurs et que les demandes sociales et économiques en la matière sont de plus en plus diverses. On parle ainsi d'open data des décisions de justice, d'open data en matière de santé, d'open data en matière d'énergie et d'immobilier. Donc ces quelques exemples montrent que des données de plus en plus sensibles et qui ont trait aux activités de la vie privée sont concernées par la dynamique de l'open data. Donc, vous l'aurez compris, le développement de l'open data soulève bien la question de l'équilibre à trouver entre le droit du public à l'information sur l'action administrative et le droit de chacun à la protection des données qui lui sont relatives. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus que l'open data lui-même, c'est le contexte numérique, sociologique et technologique qui appelle à la vigilance. Informatisation de la société, des acteurs publics comme des acteurs privés. Diffusion spontanée par les internautes de nombreuses données à caractère personnel, sur les forums et les réseaux sociaux en particulier. Indexation de données nominatives par de puissants moteurs de recherche. Développement du big data, des avancées mathématiques et des puissances de calcul sont autant d'éléments qui doivent être pris en compte. Or, les autorités publiques n'ont pas toujours intégré spontanément cette dimension essentielle.
La protection des données personnelles a en effet pu sembler s'opposer à la satisfaction des objectifs de transparence de l'action administrative et de stimulation de l'économie innovante portée par l'open data. Mais en réalité, il n'en est rien. Il n'en est rien puisque la protection de la vie privée est un facteur de confiance extrêmement important, facteur de confiance pour l'ensemble des parties prenantes, administration, entreprises, citoyens, et que sans confiance, il n'y a point de réussite des politiques publiques menées en la matière. Voilà donc deux impératifs qui peuvent apparaître contradictoires, mais qui sont en réalité parfaitement conciliables et même complémentaires. C'est ainsi que la CNIL a appelé les pouvoirs publics dès 2013 à mieux concilier ces deux impératifs. Et cette conciliation devrait en pratique d'autant plus être de mise que le cadre juridique relatif à la communication des documents administratifs prévoit depuis son origine, c'est-à-dire dès la fin des années 70, des dispositions visant précisément à articuler les objectifs de transparence et de protection des données à caractère personnel. En effet, l'ancienne loi CADA, loi du 17 juillet 1978, qui a donc été adoptée la même année que la loi CNIL, la loi informatique et liberté, prévoyait donc dès son origine que les documents comportant des mentions couvertes par le secret de la vie privée n'étaient communicables qu'aux personnes intéressées. À partir de 2005, elle est venue préciser que la diffusion de documents administratifs comportant des données à caractère personnel, qui étaient communicables dans la mesure où ils ne comportaient pas des mentions couvertes par le secret de la vie privée. La notion de données à caractère personnel est beaucoup plus large que la notion de mention couverte par le secret de la vie privée, ne pouvaient être diffusées qu'après mise en œuvre d'un traitement rendant impossible l'identification des personnes concernées par ces informations. Et enfin, que la réutilisation d'informations publiques comprenant des données à caractère personnel ne pouvait intervenir que dans 3 hypothèses: anonymisation préalable du jeu de données par l'administration, ou consentement des personnes concernées, ou disposition légale autorisant expressément la réutilisation. Donc ce cadre juridique qui distinguait clairement les phases de communication, de publication et de réutilisation des informations publiques a été largement donc refondu, comme vous l'avez vu, par la loi Le Maire, sans que pour autant soit remis en cause l'équilibre trouvé par la loi CADA entre transparence et vie privée. Et j'en arrive maintenant donc au deuxième point de mon intervention sur l'encadrement actuel de l'open data, tel qu'il découle des dispositions du CRPA, Code des relations du public avec l'administration, qui fixe le régime juridique applicable donc, en matière d'ouverture des données publiques. Donc, comme cela a déjà été vu sans doute en long, en large et en travers en début de matinée, la loi Le Maire, pour favoriser le développement de l'open data, a, pour parler schématiquement, contracté ces 3 phases de communication, de publication et de réutilisation en uniformisant les conditions applicables à chacune de ces étapes. Donc, en bref, le nouveau cadre s'articule au cours d'un principe général suivant lequel tout ce qui est communicable et publiable est librement réutilisable. Le droit d'accès devient, la publication en ligne devient une modalité de prise en compte du droit d'accès, et de nombreuses administrations, en particulier les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants et employant plus de 50 employés, sont même mises dans l'obligation de publier de très nombreuses informations. Enfin, le droit d'accès, la réutilisation étant appréhendée comme la suite logique du droit d'accès, cette réutilisation doit être prise en compte dès la phase de communication des documents. Donc, toute diffusion en ligne de documents doit se faire dans un standard ouvert, réutilisable et facilement exploitable, donc par un système de traitement automatisé.
Toutefois, pour assurer la protection des personnes dans ce cadre juridique et technique renouvelé de l'open data, la loi Le Maire a prévu 3 limitations importantes. Premièrement, les documents donc, qui comportent des mentions couvertes par le secret de la vie privée ne peuvent être diffusés sans occultation préalable de ces mentions. Deuxièmement, les documents qui ne comportent pas donc, de mentions couvertes par le secret de la vie privée, mais néanmoins des données à caractère personnel, doivent être anonymisés préalablement à leur diffusion, sauf si les personnes concernées ont donné leur consentement, ou sauf à ce qu'il existe une disposition légale autorisant expressément prévoyant expressément cette diffusion. Enfin, c'est la dernière limitation, les garanties protectrices des personnes ayant ainsi été décalées au stade de la publication des documents, leur réutilisation n'est plus soumise au respect de l'une ou l'autre des conditions précitées, mais reste soumise aux dispositions de la loi informatique et liberté. Principe de finalité des traitements, principe donc de légitimité de cette finalité, principe de respect des droits des personnes, etc., etc. Donc, au total, le nouveau cadre juridique relatif à l'open data se montre beaucoup plus prescriptif et, ce faisant, plus adapté au développement des politiques publiques en la matière. Néanmoins, du fait du triple filtre prévu que je viens de vous exposer, il ne remet pas en cause l'équilibre donc entre protection de la vie, effectivité de la transparence de l'action administrative et protection des données à caractère personnel. Pour autant, toutes les difficultés pratiques liées à l'application de ce nouveau cadre, qui reste donc relativement complexe et peu maîtrisé par ces acteurs, ne sont pas résolues. La CNIL et la CADA sont ainsi très régulièrement saisies depuis quelques années déjà de nombreuses questions quant à l'étendue exacte des secrets protégés par le CRPA, quant aux modalités du recueil de consentement auprès des personnes concernées, ou encore quant au caractère anonyme ou non anonyme d'un jeu de données. Clairement, l'anonymisation des jeux de données constitue la problématique majeure pour les administrations. Tant il est en réalité difficile de retirer aujourd'hui à un ensemble de données tout caractère, directement ou indirectement identifiant, et ce, de façon irréversible. À cet égard, j'attire votre attention sur l'existence d'un avis du groupe des CNIL européennes sur les techniques d'anonymisation qui a été rendu en 2014 et dans lequel ce groupe des CNIL européennes considère qu'en réalité, on ne peut parler d'anonymisation réelle que si 3 critères cumulatifs sont satisfaits. Il n'est plus possible d'isoler un individu, ni de relier des ensembles distincts de données se rapportant à une même personne, ni enfin de déduire de l'information sur une personne à partir d'un jeu de données, même donc sans comprendre aucun caractère identifiant, sur quelqu'un. Et j'en arrive, donc dans ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce contexte, il va nécessairement falloir faire preuve de pragmatisme. L'enjeu, en réalité, sera surtout de parvenir à un niveau d'anonymisation qui, à défaut d'être parfait, soit à minima satisfaisant, et de proscrire dans le même temps, parce que c'est là que se situe l'enjeu principal, toute réutilisation des données ayant pour objet ou effet de permettre de réidentifier les personnes physiques initialement concernées par les informations qui sont diffusées. J'en arrive maintenant au dernier point de mon intervention sur l'accompagnement des professionnels par la CNIL et la CADA dans leur démarche de mise en conformité. Donc, sur ce point, il faut savoir que pour garantir un plein respect des objectifs comme des limites assignées à l'open data, le législateur a renforcé
les missions des deux autorités administratives indépendantes que sont la CNIL et la CADA, qui sont toutes deux chargées en fait de co-réguler l'open data dans ce nouveau cadre juridique. Ainsi, la CNIL a notamment été dotée d'un nouveau pouvoir de certification et d'homologation de processus d'anonymisation de jeux de données. En outre, le législateur a organisé un rapprochement entre ces deux institutions, en prévoyant d'une part que le président de la CADA est membre de droit de la CNIL et réciproquement, et en prévoyant d'autre part que la CNIL et la CADA peuvent se réunir en un collège unique lorsqu'un sujet d'intérêt commun le justifie. Et c'est clairement l'open data qui a motivé l'adoption de ces dispositions, afin que soit organiquement matérialisé ce nouveau cadre juridique et technique de l'open data, et afin que soient conciliés au mieux les différents intérêts en présence. La CNIL et la CADA se sont ainsi réunis pour la première fois en collège unique le 5 octobre dernier, et ce fut l'occasion pour elles d'acter l'opportunité de travailler conjointement sur un pacte de conformité open data à l'intention de leurs usagers. Donc, l'élaboration de ce pacte open data s'appuiera, et c'est important, sur une démarche concertée et partenariale, en associant bien sûr la CNIL et la CADA, mais également toutes les autorités publiques chargées du pilotage et de la mise en œuvre des politiques publiques menées en la matière au niveau national et local. Ce, de façon à ce que le contenu du PAC corresponde au mieux aux besoins et attentes des professionnels. Donc, sur le contenu, il s'agira en particulier donc, de clarifier le cadre juridique et technique applicable en donnant une présentation synthétique et illustrée, et également de fournir aux professionnels des contenus pratico-pratiques qui viendront répondre à des besoins à la fois sectoriels, thématiques, c'est en étant liés à des jeux de données en particulier, par exemple la publication en ligne des délibérations des collectivités territoriales, ou en répondant à des interrogations plus transverses d'ordre technique en particulier. Les collectivités territoriales devraient ainsi, au cours de l'année 2018, pouvoir s'appuyer sur des outils juridiquement, opérationnellement et technologiquement approuvés par les régulateurs, ce qui concourra à un développement de l'open data aussi respectueux de ses objectifs que des droits et intérêts des personnes potentiellement concernées. J'en ai terminé, je vous remercie vivement pour votre attention.